La France est-elle anti-enfant ? Salut à toutes et à tous, salut Ingrid. Salut Hugo, tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Ça va, tranquille. Il me semble que tu n'es pas en France en ce moment, est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Et ouais, non, pas de problème, je suis pas en France, effectivement, je suis au Sénégal. Je suis au Sénégal pour 1 mois. J'accompagne une amie qui va commencer à travailler comme institutrice, maîtresse dans une école franco-sénégalaise. Et donc, j'en profite pour un peu prendre la température de ce pays francophone. Et je pense que peut-être bientôt, je ferai au moins un épisode de podcast parce que je vois beaucoup de choses qui pourraient intéresser nos auditeurs. Super, je pense qu'on va tous attendre ça avec impatience, mais c'est pas le sujet dont on va parler aujourd'hui, comme vous l'avez entendu avec le titre de cet épisode, on va parler des enfants, parce que depuis le mois de mai, il y a un grand débat en France à propos de la tendance No Kids. Donc oui, on utilise l'expression en anglais parce que je pense que ça passe un peu mieux comme ça, c'est un peu moins violent de parler de no kids plutôt que de sans enfants. Si vous n'avez pas entendu parler de cette tendance, c'est le fait que certains hôtels, certains restaurants, donc plutôt des lieux de tourisme, interdisent de plus en plus la présence d'enfants. Donc il y a des hôtels qui sont par exemple réservés aux adultes. Et il y a encore une dizaine d'années, ça n'existait pas du tout en France, mais là, ça commence à arriver. C'est une tendance qui est née en Asie et en Amérique du Nord, il me semble. Et là, en France, ça commence à devenir de plus en plus populaire. Donc, ça a alerté une partie de l'opinion publique et plus globalement, on s'est posé la question de la place globale des enfants dans notre société. Oui, parce que avec cette histoire de No Kids, ça nous a fait réfléchir. En France, on sait que on a un des plus forts taux de natalité en Europe. Il y a encore 1,6 enfants par femme, ce qui est pas énorme, mais ce qui est beaucoup plus que dans d'autres pays voisins. Et pourtant, nous, en tant que Français, on a cette impression que les enfants sont pas forcément les bienvenus partout, qu'il y a beaucoup de personnes qui se permettent de dire qu'ils n'aiment pas les enfants, qu'ils peuvent subir des discriminations très particulières. Et donc, on s'est dit, allez, il faut qu'on parle de ce sujet en essayant de dérouler plusieurs branches à ce thème. Oui, et c'est vrai que moi, je m'étais déjà fait la réflexion quand je vivais en Pologne, parce que j'avais l'impression qu'en Pologne, les enfants étaient un peu plus appréciés, entre guillemets. Par exemple, il y a le 1er juin, le jour des enfants, ou la journée des enfants en Pologne, où on célèbre les enfants, et en France, ça n'existe pas. Enfin, il y a un jour, j'ai vérifié en cherchant cet épisode, mais c'est un peu la journée internationale des enfants, donc c'est pas une spécificité française. J'ai pas l'impression que ce soit très célébré, moi j'en avais jamais entendu parler avant de faire ces recherches. Donc voilà, en Pologne j'avais l'impression que les enfants étaient un peu plus fêtés, un peu plus appréciés, même dans les lieux publics en général, quand quelqu'un arrive avec un enfant, on lui fait un sourire. Et en France, c'est un peu moins le cas. Toi, est-ce que tu as eu des exemples un peu comme ça aussi ? Oui, j'en ai plein parce que autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui commencent à devenir parents. Et donc, j'ai pu suivre le début de maternité de beaucoup de copines que je suis allée voir, que j'ai accompagnées. Je garde souvent des enfants. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui font que c'est assez difficile d'évoluer dans la vie en France avec des enfants. Ne serait-ce que parce que à la naissance, la durée du congé maternité n'est pas très longue, que c'est assez difficile de jongler entre la vie professionnelle et la vie avec les enfants. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans l'épisode 107, donc c'est la preuve que ça m'avait déjà interpellée. J'avais fait un épisode sur l'idée de faire garder son enfant en France et c'est vrai qu'il y avait déjà une idée derrière ça qui était celle
du fait que c'était difficile et qu'on ne favorisait pas forcément en France le fait de créer de nouveaux petits humains. Ouais, donc c'est vraiment ce paradoxe que tu as souligné parce que d'un côté, on a besoin des enfants et ça alerte beaucoup d'experts le fait que le taux de natalité, même s'il reste plus élevé que celui de nos voisins, de manière générale, il a quand même tendance à baisser, alors qu'on a besoin de ces enfants pour la survie de l'espèce, tout simplement, et puis à plus court terme aussi pour financer notre système de retraite, parce qu'en France, c'est les retraites par répartition, donc moins il y a d'enfants, plus c'est difficile de financer la retraite des personnes âgées. Mais d'un autre côté, on veut que ces enfants dérangent le moins possible, qu'ils restent silencieux, qu'on ne les voit pas trop. Voilà, il ne faut pas qu'ils créent de problèmes. Oui, donc nous, on s'est dit que dans cet épisode, on allait un peu faire le tour de cette question. Pas forcément en faisant une comparaison internationale chiffrée, parce que c'est vraiment trop difficile de trouver des sondages, des chiffres exacts, mais on va parler de ce qu'on connaît et vous donner un petit peu notre idée sur cette question. La France est-elle anti-enfant ? Ouais, un titre un peu provocateur, comme on en a l'habitude, mais on va essayer de ne pas tomber dans les clichés et de vous donner toutes les infos qu'on a. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va faire un petit résumé de ce dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode 107, qui est: est-ce que les parents sont plutôt accompagnés ou plutôt isolés au moment de la naissance d'un enfant ? Et oui, parce que au tout début de la vie d'un petit bébé, les personnes les plus importantes pour s'occuper de lui ou d'elle, ce sont ses parents. On sait quand même que c'est important pour le développement et que si on veut bien prendre soin des petits bébés qui naissent dans notre pays, il faut commencer par donner la possibilité aux parents de pouvoir s'en occuper, en prenant du temps pour eux, en étant dans leur cocon, en n'étant pas trop stressés. Et pour ça, on a ce qu'on appelle un congé maternité, un congé paternité et un congé parental. Alors en France, en particulier, nous, on trouve, je pense que Hugo, tu es d'accord avec moi, que le congé maternité n'est pas très long. Il dure 16 semaines. On peut en prendre une partie avant l'accouchement et une autre partie après l'accouchement. C'est rémunéré à 100%. Donc bon, ça c'est bien, mais ça dure pas vraiment longtemps. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont accouché et clairement, au moment où le congé maternité se terminait, elles n'avaient pas fini de se reposer. Elles avaient le lien avec le bébé qui était encore en construction. Et pour celles qui ne peuvent pas faire autrement, elles doivent retourner au travail. Et c'est pas forcément très, très favorable. Ça peut être un peu traumatisant pour le bébé, mais surtout, ça peut mener après à un surmenage, à un burn-out parental. D'autant plus que le congé paternité, lui, est vraiment, vraiment pas long du tout. Il a été doublé il y a pas longtemps, mais même en le doublant, c'est devenu 28 jours. Donc voilà, 1 mois pour les papas, et après, hop, on retourne au boulot. Et quelques mois pour les mamans, alors même qu'elles se remettent de quelque chose qui a été très physique pour elles. Oui, c'est vrai que c'est en général plus court que dans les autres pays. Je sais qu'en Pologne, le congé maternité dure 1 an, c'est beaucoup plus long. C'est un peu le revers de la médaille du combat féministe parce que l'idée c'était que les femmes puissent, en France en tout cas, l'idée c'était que les femmes puissent retourner travailler rapidement pour ne pas sacrifier leur carrière au bébé. Mais ce qui se passe bien souvent dans les faits, c'est que les femmes effectivement sont obligées de retourner au travail
très tôt, avant que le bébé ait atteint l'âge des 3 mois. Mais ensuite, quand elle rentre le soir, c'est quand même souvent elle qui s'en occupe et qui s'occupe des tâches ménagères. C'est ce qu'on appelle un peu le second service, comme dans les restaurants, il y a le premier service, le second service. Et ben voilà, les mères maintenant, non seulement elles doivent travailler, mais en plus c'est elles qui continuent d'assumer une grande partie du travail domestique. Donc c'est un peu la double peine. Alors que dans d'autres pays, il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place. Bon, je sais, on a dit qu'on ne faisait pas de comparaison internationale, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que quand on entend parler de ce qu'a pu faire la Norvège, la Suède, peut-être un peu l'Espagne, il y a une tentative de garder quand même un congé assez long en le répartissant bien entre le père et la mère. Donc là où la Pologne a un congé très long pour la mère et pas trop pour le père, je crois, hein, c'est plutôt voilà cette idée que la femme doit s'occuper des enfants. La Suède a un congé pour les deux. La France a choisi quelque chose qui finalement non seulement désavantage les pères, les mères, mais en plus les enfants. Donc on a tout mauvais, je pense, dans la comparaison internationale. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, je suis sûr qu'il y a des pays où le congé maternité est encore plus court qu'en France. Donc, voilà, on peut toujours trouver pire. Mais pour un pays qui se veut à la pointe en matière de questions sociales, bon, là-dessus, on doit revoir notre copie. Revoir sa copie, ça veut dire essayer de faire mieux, revoir l'exercice qu'on a fait et se dire, bon, il y a des améliorations qui sont possibles. Donc, c'est vrai que là, la France devrait revoir sa copie. Du coup, quand les parents, et en particulier les mères, reprennent le travail, eh bien, qui peut prendre le relais? Qui peut s'occuper de ces petits bébés? On dit souvent, ou on entend souvent que pour élever un enfant, ça demande l'implication de tout un village. Alors ça, c'était sûrement vrai en France il y a quelques décennies, dans les précédentes générations, mais ça l'est de moins en moins. C'est vrai que les parents sont très isolés maintenant pour s'occuper de leurs enfants, et ça, c'est un peu ce qu'on observe partout, en tout cas dans les économies développées. C'est lié à la fois à l'urbanisation et à la montée de l'individualisme. Donc voilà, concrètement, Ingrid, toi, est-ce que tu sais quelles sont les structures, quelles sont les aides qui existent pour accompagner ces jeunes parents? En général, les parents ont le choix entre mettre leurs enfants dans ce qu'on appelle des crèches, donc qui sont des structures où il y a plusieurs enfants qui vont et qui sont gardés de façon collective. C'est un peu comme une pré-école en fait, sauf que évidemment il n'y a pas de classe, mais voilà, c'est un endroit où on les amène le matin, on les dépose souvent vers 8 heures quand on va au travail et on les récupère en fin de journée. Sinon, il y a l'option de l'assistante maternelle qui est un peu le même système mais avec moins d'enfants et chez quelqu'un. Donc il y a des personnes qui, chez elles, ont une agrémentation pour garder des enfants. Il me semble que c'est entre 2 et 4 ou 5 enfants avec une seule personne qui les garde. Ça, c'est les deux modes de garde principaux. Ouais, moi j'ai des amis aussi, ça se fait beaucoup, notamment dans les grandes villes, qui partagent des assistantes maternelles. Donc ils se mettent à 2 ou 3 couples et ils recrutent ensemble une assistante maternelle. Et souvent c'est plutôt l'assistante qui vient chez eux. Donc voilà, dans l'appartement d'un couple. Cette semaine, c'est dans leur appartement que les 3 enfants seront gardés par l'assistante maternelle. Ça dépend un peu des questions de logistique. Mais ouais, c'est les 2 principales options pour garder les enfants. Bon, avant, il y avait aussi les grands-parents, mais c'est de plus en plus difficile, notamment, comme on l'a dit, avec l'urbanisation et plus généralement, les familles sont plus éclatées maintenant. On déménage pour nos études, pour notre travail, donc on s'éloigne de notre famille. Et les grands-parents ne sont pas toujours à côté pour nous dépanner, autrement dit pour nous aider, pour nous donner un coup de main quand on a besoin de faire garder les bébés.
C'est vrai qu'il y a un peu cette mode chez les baby boomers de bien préciser à leurs enfants: «Ah, je te préviens, hein, je vais pas faire la baby-sitter, hein. Moi, je veux profiter de ma retraite». Alors moi, dans ce que j'ai constaté autour de moi, c'est que les grands-parents, finalement, sont toujours très contents de garder les enfants, mais ça reste ponctuel. Ils et elles ne veulent plus être le mode de garde régulier où on sait que toutes les semaines, la journée, c'est les grands-parents qui vont chercher les enfants à l'école, etc., etc. On peut plus compter sur eux comme avant, ça pouvait être le cas. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est assez général, constaté un peu dans tous les milieux. Ouais. Et bon, la conséquence de tout ça, c'est que les jeunes parents se retrouvent, comme je l'ai dit précédemment, ils se retrouvent isolés, ils sont épuisés. Donc, épuisés, ils sont très très fatigués. D'autant plus que c'est plus du tout valorisé, le fait de travailler à la maison. Autant à une certaine époque, être une femme au foyer, être une mère qui s'occupe de ses enfants, c'était quelque chose qui était assez valorisé socialement. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En France, on considère vraiment que une femme qui décide de rester chez elle pour s'occuper de ses enfants, c'est un peu une traître à la cause féministe et que voilà, elle devrait plutôt retourner travailler, essayer de développer sa carrière. D'autant plus que on l'a pas précisé quand on parlait des congés maternité, mais il existe aussi ce qu'on appelle un congé parental. C'est ça que prenaient les femmes au foyer avant. Ça peut durer plusieurs années. Je pense que 3 ans pour le premier enfant, et puis après, enfin, en tout cas, ça dure assez longtemps. Mais le problème, c'est que c'est très, très, très mal payé. On n'a pas une indemnisation à 100% de son salaire, hein. On a à peu près entre 400 et 500 euros, ce qui est moins que le RSA, qui est l'allocation pour les personnes les plus pauvres. Donc, quand les femmes ou les hommes, mais la plupart du temps c'est les femmes, veulent s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants, elles deviennent dépendantes de la personne avec qui elles vivent, du papa, et donc ça peut causer des problèmes en termes d'indépendance, en termes de développement, en termes de violence éventuelle, etc. Donc voilà, les femmes ne sont pas du tout poussées à rester à la maison pour s'occuper des enfants, et les hommes non plus. Et l'autre question par rapport à ça, c'est comment est valorisé le personnel éducatif, autrement dit, toutes ces personnes qui s'occupent des enfants, que ce soit dans les crèches, dans les écoles maternelles. Est-ce que ce sont des métiers qui sont valorisés si on considère que les enfants, c'est un investissement pour l'avenir, c'est la richesse du pays dans le futur? On devrait justement investir dans les personnes qui sont chargées de les élever, de les éduquer. Et malheureusement, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, en France, ces professions, les professions de soins et d'éducation aux enfants, donc les assistantes maternelles, personnel de crèche et même les profs, elles sont assez peu considérées et elles sont très mal rémunérées. Oui, il y en a beaucoup qui considèrent que tout ce qu'ils et elles font, c'est du babysitting, du coup qu'elles n'ont pas besoin de formation, pas besoin d'être valorisées, et ça mène à du mauvais soin pour les enfants. Parfois, les personnels de crèche sont surchargés, il y en a pas assez. Les enfants peuvent souffrir de certains manques d'attention, et les profs, pareil, sont mal formés et donc savent pas forcément comment s'occuper de ces enfants, de ces citoyens de demain, de la meilleure manière pour qu'ils soient bien pris en charge. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à considérer les enfants un peu comme des boulets. Un boulet, donc je ne sais pas si vous voyez l'image, mais il y a très longtemps, on pouvait attacher un boulet, donc quelque chose de très lourd au pied des prisonniers pour ne pas qu'ils puissent se déplacer librement. Donc c'est ça ce qu'on appelle un boulet. Et quand on dit d'une personne que c'est un boulet, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il faut se traîner, quelqu'un qui nous apporte une forme de handicap ou qui entrave en tout cas notre liberté. Donc alors, on considère un peu les enfants comme des boulets, comme si c'était un mal en patience. Il faut attendre qu'ils deviennent des adultes pour qu'enfin ils aient une utilité.
Et en attendant, on doit faire du babysitting pour patienter le temps qu'ils deviennent des adultes. Donc si on considère, comme tu l'as dit, que le travail éducatif, c'est seulement du babysitting, c'est sûr que c'est pas très valorisé ni valorisant. Oui, donc voilà, les enfants, dès leur plus jeune âge, sont vus comme des boulets, comme tu dis, et on n'aide pas du tout les parents pour qu'ils s'occupent d'eux, ni les personnels éducatifs, et on attend tout simplement qu'ils grandissent. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on fréquente des enfants? Ils sont là, c'est forcément des êtres humains qu'on va croiser. Comment réagissent les Français? Alors maintenant, la question, c'est de savoir comment les enfants sont perçus dans l'espace public, dans la société, et comment ils sont traités. Pour comprendre ça, il y a un concept assez intéressant, le concept de l'adultisme. L'adultisme, c'est un concept qui consiste à dire que la société dans laquelle nous vivons a été pensée et conçue uniquement pour répondre aux besoins des adultes et pas à celui des enfants. Le résultat, la conséquence de cela, c'est que les enfants sont constamment victimes de discrimination. Il y a un bon exemple pour comprendre cet adultisme, c'est celui des transports. Oui, c'est clair que les transports, c'est un endroit où on croise un peu tout le monde, donc forcément où les adultes qui ne fréquentent pas d'enfants au quotidien peuvent croiser des enfants. Et on voit bien que parfois les gens sont vraiment agacés de voir des enfants. Ils ont cette tendance à lever les yeux au ciel. Donc lever les yeux au ciel, ça veut dire vraiment ce que ça veut dire, hein, vous imaginez. On regarde vers le haut pour donner, vraiment faire sentir aux personnes qui sont en face de nous qu'on est énervé d'avance, qu'on trouve une situation malheureuse ou ridicule. Et moi, je sais que j'ai demandé un peu à mes copines pour faire ce sujet et qu'elles m'ont toutes dit que effectivement, elles avaient cette peur avec leurs enfants ou même avec leurs élèves. Pour une copine qui est instite pour les petits enfants, d'embêter les gens, que les gens fassent des remarques désagréables, que les gens demandent aux enfants même de se taire. Et apparemment, c'est particulièrement vrai en France. En tout cas, j'ai des amis qui ont eu l'occasion d'aller dans certains pays et ça n'a pas l'air d'être le cas partout. Il y a sûrement beaucoup de pays qui sont comme la France, mais en tout cas, c'est pas forcément universel. Ouais, moi c'est vrai que quand j'étais à Varsovie, je voyais assez souvent des groupes d'enfants, des classes, prendre le tram ou le bus. Et en général, ça faisait plutôt sourire les autres passagers de voir tous ces enfants. Souvent, ils avaient tous la même petite casquette pour que les professeurs ne les perdent pas. Donc voilà, en général, ça provoquait plutôt des sourires. Alors que, comme tu l'as dit, en France, on voit les personnes lever les yeux au ciel. Donc oui, en français, on ne dit pas rouler les yeux, comme en anglais, mais on dit lever les yeux au ciel. Je pense que c'est particulièrement vrai dans les grandes villes, notamment à Paris. Bon, c'est pas pour constamment taper sur Paris, mais c'est vrai que les Parisiens ont une patience assez limitée. C'est très compliqué de prendre les transports en commun à Paris aux heures de pointe. Donc, quand il y a un groupe d'enfants qui rentre, ça exaspère les autres passagers. Et on a un peu l'impression que les enfants sont tolérés seulement s'ils sont silencieux. Et au contraire, dès que les enfants font un peu de bruit, on accuse tout de suite leurs parents de laxisme. Autrement dit, on les accuse de laisser trop de liberté à leurs enfants et de ne pas savoir éduquer leurs enfants. Oui, c'est vrai qu'il y a cette tendance à mal regarder les parents parce qu'un enfant fait du bruit, alors que pourtant le bruit n'est pas forcément un signe de mauvaise éducation. Parfois, c'est même simplement des bavardages. Les enfants parlent, ils parlent un peu fort et ça énerve les gens. Si bien qu'il y a des parents qui ont tellement peur de déranger les autres qu'ils se mettent à donner des écrans à leurs enfants alors qu'ils ne le feraient pas à la maison normalement.
Mais il y a vraiment ce phénomène des iPad babies, donc les bébés qui sont déjà sur l'écran. Et alors oui, il y a des parents qui font ça en toutes circonstances, mais il y en a beaucoup qui ont tendance à dire que dans les transports en commun, c'est l'exception, ou dans les lieux publics où il y a beaucoup de monde, c'est pour respecter les autres. On met son enfant devant un écran, comme ça il est silencieux. Et effectivement, c'est la seule manière dont les enfants sont tolérés en France par beaucoup de personnes. Ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie forme de pression sociale par rapport à ça, qui fait que parfois les parents font des compromis, notamment avec les écrans, qu'ils ne feraient pas en d'autres circonstances. Et alors, ça peut aller très loin, puisque, comme tu le disais, on vit dans un monde fait pour les adultes, par les adultes, ce qui s'appelle l'adultisme, mais on a carrément, au-delà de simplement d'un monde qui n'est pas adapté aux enfants, on a de la discrimination. Et ça, il y a une pédopsychiatre qui est aussi sociologue, Laëlia Benoît, qui utilise le terme d'infantisme. Elle traduit le terme en anglais de childism. Et en fait, là où l'adultisme est simplement une manière d'exclure les enfants de la pensée quand on met en place des choses sociales, l'infantisme, c'est carrément une discrimination envers les enfants. Donc c'est volontairement faire des choses contre eux. C'est une forme d'agisme. L'agisme, c'est une discrimination basée sur l'âge. En général, on parle plutôt d'agisme quand on discrimine par exemple les personnes âgées ou les personnes d'un certain âge dans le monde du travail. Eh bien, l'infantisme, c'est quand on décide que vraiment, non, les enfants, on veut pas d'eux et on va mettre en place des règles qui les discriminent. Ouais, on met en place des règles et de manière générale, on considère que les enfants n'ont pas les mêmes droits que les autres êtres humains qui sont complètement sous l'autorité de leurs parents. Donc, un exemple de ça dont on a déjà parlé, c'est évidemment le No Kids qu'on voit de plus en plus dans les hôtels et les restaurants. C'est une forme de discrimination. Et les gens n'ont pas l'air de trouver ça trop choquant. C'est vrai que moi, avant qu'il y ait ce débat, j'avais vu parfois des hôtels No Kids. J'ai même une fois, je suis allé en vacances sans le vouloir, mais voilà, l'hôtel qu'on avait réservé, c'était un hôtel No Kids. Ça m'avait pas choqué à l'époque, mais si on imaginait un autre groupe qui serait interdit en fonction de son âge ou de sa couleur de peau, comme ça a été le cas pendant longtemps, on serait tout de suite beaucoup plus choqué par ces discriminations. Mais à cause de l'infantisme, on peut dire que c'est tellement accepté dans la société, ça nous semble tellement naturel que c'est assez rare qu'on s'émeuve de ça. C'est assez rare que ça nous choque. Et même quand c'est pas spécifiquement interdit, c'est vrai que on a l'habitude de la séparation entre les adultes sans enfants et les familles, puisque il peut y avoir par exemple beaucoup de restaurants qui n'ont pas de chaises hautes, qui n'ont pas d'espace en toute sécurité pour que les enfants puissent jouer. Il y a des hôtels qui proposent des lits pour enfants pour un coût additionnel très élevé, ce qui fait que les personnes qui ont des enfants vont s'auto-censurer, ils ne vont pas aller dans ces endroits. Et donc, au-delà du fait d'avoir des endroits qui sont spécifiquement, comme on le disait en introduction, No Kids, il y a beaucoup d'endroits où on ne voit pas d'enfants. D'ailleurs, on parlait des transports en commun et c'est bien notable que les transports en commun soient l'endroit où on peut avoir cette mixité parce qu'on n'a pas le choix. Mais sinon, dans les restaurants, les hôtels, les endroits de socialisation, il y a très peu de mixité, même quand c'est pas dit clairement. Bon, et pour essayer de nuancer tout ça, on va finir sur une note un peu plus positive avec au contraire des initiatives qui essayent d'inclure davantage les enfants, de les prendre un peu plus en considération. Parce que oui, en France, tout le monde n'est pas anti-enfant, comme vous vous en doutez. Alors, cette tendance No Kids, comme on le disait, elle a provoqué un grand débat public et il y a la haute commissaire chargée de l'enfance, donc c'est un poste au sein du gouvernement,
qui a essayé d'interdire ce No Kids, de rendre ça illégal. Je pense que c'est encore en débat, ça n'a pas été tranché, mais en tout cas, elle a trouvé une alternative, peut-être temporaire, c'est de promouvoir, de créer un label, le label Le Choix des familles, pour, au contraire, les hôtels, les restaurants qui accueillent de manière... qui ont tous les moyens d'accueillir les enfants pour justement leur faire à eux aussi de la promotion. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais cette tendance No Kids, c'est parce qu'elle répond à un besoin économique, on pourrait dire. Il y a un marché pour ça, il y a vraiment des gens qui ne veulent pas être entourés d'enfants quand ils vont en vacances parce qu'ils ont besoin de tranquillité. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce positionnement qu'on trouve de plus en plus dans les hôtels et les restaurants. Oui, en général, il y a quand même une résistance, hein. C'est pas tous les Français qui sont d'accord avec ce type de discrimination. Il y a aussi des cafés kids friendly, il y en a de plus en plus. Il y a des villes qui mettent en place des choses, qui ont des conseillers spéciaux pour rendre les villes à hauteur d'enfants. Donc, c'est-à-dire consommables pour les enfants, que les enfants puissent s'y sentir bien. Donc voilà, affaire à suivre. On est un peu dans un moment où il y a les deux tendances et il faudra voir comment ça évolue dans les prochaines années. Ouais, en tout cas, ça provoque des discussions et des débats passionnants, notamment sur la question de l'éducation, de manière plus générale. On voulait en parler dans l'épisode, mais ça va être un peu long, donc je pense qu'on dédiera un épisode entier à cette question, la fameuse éducation à la française. On verra ce qu'on en pense. Merci à toutes et à tous, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour nous dire comment c'est dans votre pays, comment les enfants sont perçus. Est-ce que le No Kids est aussi une tendance qui est arrivée chez vous? Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao! À très bientôt, salut!